On essaie de trouver des solutions, c'est pour ça que je vous pose cette question. Il y a d'ailleurs des solutions dans d'autres Je pays, crains quoi. qu'on ne résolve pas tous les problèmes dans la demi-heure qui suit. On va quand même essayer. Et dans 10 ans, le débat sera reposé de la même façon. C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils ont essayé quand même. Donc on va tenter nous aussi de résoudre quelques pistes. Les personnels détachés, les salariés, les collaborateurs détachés sur une construction, sur un chantier, ça aussi c'est véritablement un souci du quotidien de l'architecte. Détaché, ça veut dire quoi? Eh bien qu'ils sont en sous-traitance, de sous-traitants. La Vous avez connu sous-traitance ça? est un énorme problème social, humain, et un énorme problème sur la qualité de ce qui est construit, sur l'enjeu de pouvoir faire construire un bâtiment comme un architecte l'a dessiné. Et le souhaite, c'est un énorme enjeu, pas pour l'architecte, c'est un énorme enjeu pour la personne pour qui on construit, ou l'institution pour laquelle on construit. On ne peut pas construire actuellement avec des Polonais qui arrivent, qui sont là uniquement pour 3 semaines et qui repartent, qui sont déqualifiés et à qui on a permis de rentrer comme ça et de ressortir. Et quand on cherche qui est responsable, il n'y a plus personne. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a que dans le bâtiment qu'on voit des trucs pareils. Alors, je ne suis pas sûr d'ailleurs. Les entreprises de bâtiment, je voyais en face de moi M. Secotti qui connaît bien ce sujet, qui se bat lui aussi contre des entreprises qui font du dumping social à ce niveau-là. C'est vrai que toutes les entreprises ne le font pas, mais quand même, Jean et François, comment on fait quand on est architecte? C'est vous le patron normalement? On n'est plus les patrons, non, il faut le dire à tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'est plus les patrons. Pour tous les Français, on est les patrons. Et moi, ils ont fait un truc formidable à la Philharmonie. C'est-à-dire, ils m'ont mis sur le côté pour que je ne contrôle pas l'argent que je devais contrôler par rapport à l'OMOP. Et j'ai envoyé des lettres à tout le monde, au président, au ministre, etc. Ils me répondaient toujours à la même lettre, respectez les coûts et les délais. Alors je ne pouvais plus rien faire. Monsieur l'architecte, respectez les coûts et les délais. Et vous n'avez aucun moyen c'est un scandale. de pression? Aucun moyen de pression? Aucun. Dans ce cas de figure précis de la Philharmonie, qui est un vrai scandale national, effectivement. Pourquoi? Parce que, alors que l'ensemble de ce projet a été financé par des fonds publics, puisque les 3 principaux contributaires étaient l'État, la ville de Paris et la région, donc 100% d'argent public, ils ont trouvé une astuce absolument sordide, qui est de monter une association pour détourner et ne pas avoir de droit privé à la LOMOP. Donc ça, c'est un vrai scandale d'État. En étant le dénonce et on verra ce que... Et de sortir en paix celui qui doit contrôler. Bon, et alors, pour les architectes qui sont en train de nous écouter, comment on fait quand on a cette responsabilité de la signature? Quel est le moyen de pression qu'on peut avoir face à des entreprises générales qui sont très grosses On n'en a pas. On n'a pas. La seule chose qu'on puisse faire, c'est parler, sauf que les contrats vous empêchent de parler. Si vous parlez, vous êtes viré. Et si vous êtes viré, vous ne pouvez plus défendre le bâtiment lui-même et savoir ce qui s'y passe. Donc on peut parler après, quand la catastrophe est là. Et de toute façon, ils essaient de faire croire et de faire passer des messages totalement faux et de vous mettre dans des conditions contractuelles telles que juridiquement et par rapport à une image externe, vous êtes foutu. Donc à partir de là, il faut se battre. François est un peu plus optimiste en général. Oui, moi je suis toujours un petit peu optimiste, et puis c'est normal que je fasse un petit peu le contrepoint. Jean parle essentiellement de ce problème de la Philharmonie. Effectivement, non, c'est pas moi qui soit revenu dessus. Il est en train, il faut être très vigilant, parce qu'on sent qu'effectivement, dans beaucoup d'endroits, ça se passe de la même façon. C'est un exemple signifiant. C'est un exemple signifiant. Il n'est pas encore tout à fait généralisé, parce que bon, il y a quand même un corpus juridique qui défend un petit peu quand même le droit de l'architecte, mais il est en train d'être battu en brèche. Et c'est là où il faut être excessivement méfiant. Non, mais sur la Philharmonie, la vraie question, c'est où passe l'argent? Alors, on va, si vous le voulez bien, et si vous êtes d'accord tous les deux... pas dans le bâtiment, en tous les cas. Essayer de prendre le pouls des architectes qui nous écoutent depuis 1 heure à peu près, parce que le temps passe et on s'était promis de leur donner la parole. Donc, comme on fait d'habitude, on regarde la salle, il y a toujours une première question. En général, ce sont les femmes qui sont plus courageuses que les hommes. Donc c'est elle qui lève la main en premier. C'est un homme qui veut poser une question en premier, là-bas au fond. Alors, est-ce qu'il y a des micros dans la salle ou c'est moi qui vais? C'est moi qui viens. C'est moi qui viens vous voir. Alors attendez, je vais venir. Bougez pas. C'est pas très pratique, mais je vais venir. Voilà, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Alors, le micro étant tenu, l'architecte n'a vraiment aucun pouvoir. Merci de me le laisser. Désolé. Mais la question est la suivante. Je voudrais faire donc, je remercie mes confrères d'être venus faire cet échange de conscience par rapport aux difficultés. Donc effectivement, on parle de crise, de déliquescence de la société.
Et je fais le rapprochement de ce que nous entendons en ce moment avec un exemple d'un projet qui a été primé hier au soir comme projet citoyen. C'est une école qui a été faite dans une commune et on s'est aperçu qu'il y avait de temps en temps, comme les champignons dans les sous-bois, il y a encore des maîtres d'ouvrage qui ont une parcelle de pouvoir et qui exercent le pouvoir qui leur est donné en face d'autres acteurs qui eux-mêmes ont un pouvoir qui leur est donné par la mission qu'ils ont, et tout se mis bout à bout dans la simplicité d'un projet pas très grand et pas très important du point de vue investissement, a permis que finalement ça se passe très bien et de façon très harmonieuse. Alors, par rapport aux grands enjeux qui sont maintenant évoqués, la question que je pose, c'est quand même effectivement de savoir se redistribuer les pouvoirs réciproques, et notamment que la démocratie nous permette de redonner à nos élus la détention du pouvoir pour redistribuer l'ouvrage à l'ensemble des gens en fonction de l'échelle des projets, car nous sommes des gens d'échelle, nous les architectes. Alors je voudrais avoir un petit peu encore vos réflexions là-dessus, et puis qu'on ne soit pas tous désespérés, parce qu'on est quand même là pour continuer à construire. Je ne suis pas pour le désespoir, je suis pour l'espoir. C'est pour ça que je dis ça et que je fais ça. Je crois effectivement qu'il y a encore, heureusement, quelques constructions qui se font avec un maître d'ouvrage qui fait confiance à son architecte et qui choisit les bonnes entreprises et qui arrive à construire quelque chose de correct. Que ce soit à l'échelle d'une petite école, par exemple, ça me paraît probable, effectivement. Je n'ai jamais dit qu'il y a 100% de toutes les constructions en France qui sont dans ce cas. Mais quand on met ça en perspective avec le phénomène urbain, et quand on met ça en perspective statistiquement avec l'argent qui est investi dans le bâtiment, quand on met ça en perspective avec l'argent qui est donné aux principales entreprises, aux fameux majors, on se rend bien compte que l'essentiel de la production est concerné par ce qu'on dit. Et qu'effectivement, la seule façon de retourner ça, c'est bien d'expliquer ça à d'autres que les élus, qui le savent très bien, à d'autres que les entreprises, qui le savent très bien. Non, il faut expliquer ça à la société française. Il faut expliquer ça comme un problème culturel, et il faut expliquer que ce n'est pas notre petit bout de gras qu'on défend, même si on veut vivre de façon digne quand même, ce qui n'est plus le cas. Là où on est humilié, c'est qu'on ne peut plus vivre de façon correcte par rapport à notre rôle social. Bon, mais ce n'est pas la principale question. La principale question, c'est effectivement qu'on ne peut plus arriver à architecturer dans la profondeur qui devrait être celle d'un témoignage de génération, étant donné que nos villes sont faites de cela. C'est-à-dire chacun doit faire son devoir pendant le temps où il est là et doit contribuer à ce fameux livre de pierre. Absolument, et ça, il faut pas, on peut pas abandonner ça, c'est pas possible. D'autres questions? À moins que François veuille rajouter quelque chose. Bon, moi, je me marque toujours effectivement dans une vision très optimiste. Oui, on l'a bien senti. Parce qu'effectivement, le tableau est un peu noir. Et on est obligé de le constater. Mais les tableaux noirs, ils n'ont pas de sens s'il n'y a pas une petite lumière, une petite tache de lumière au milieu. Et on en sent un peu partout, quoi. Et il y a effectivement des politiques qui organisent bien. Je sais que, par exemple, si on est ici en Languedoc-Roussillon, la politique de la région Languedoc-Roussillon, c'est d'interdire l'entreprise générale sur ses consultations publiques, par exemple. C'est un effort de fait. C'est pour ça que tout ce qui est du niveau de l'effort, si on ne veut pas sombrer dans la désespérance, il faut les relater et les mettre en exergue. Mais vous êtes assez d'accord sur la vision de Jean de dire, si on fait écho auprès du grand public qui, lui, fera plier le politique, parce que c'est le but, ça peut fonctionner aussi. Mais je crois que le public, aujourd'hui, il est frappé par plusieurs choses. Et c'est assez étonnant de voir qu'effectivement, par exemple, le logement en France, dans les derniers sondages qui ont été faits, passe avant l'emploi. C'est-à-dire que la préoccupation principale des Français, c'est plus le logement que l'emploi. C'est surprenant. Mais on est allé dans le mur. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une ville comme Montpellier, c'est pour ça que j'en parle. Un prix moyen du mètre carré à 4 000 € pour les logements qui sont mis en vente par les promoteurs classiques. 60 mètres carrés, ça fait 240 000 €, plus les frais de notaire, un parking, etc. On est à 280 000 €. C'est beaucoup d'argent pour vivre dans 60 mètres carrés avec une chambre par an qui fait 9 mètres carrés 50, une chambre enfant qui en fait 8,50. Ouais. C'est un scandale. C'est un scandale. Même avec un PTZ, ça marche pas. C'est un scandale. Et donc le public, forcément, aujourd'hui, il se trouve devant cette espèce de déficit d'habité, de déficit de sens, de déficit de poésie.
et de déficit de plaisir. Alors qu'on est en déficit déjà global, hein. C'est-à-dire qu'on Bien devrait sûr. construire Bien sûr. beaucoup plus. Hein. On devrait aller dans le sens inverse si on va dans... C'est ce que j'avais cru comprendre avec la loi Cellier, on voulait doper ça. Hein. Bien Et sûr. donc pour l'instant, on en est encore en dessous. Puisque vous parlez de Montpellier et des politiques, on a eu quand même ici Georges Frêche, qui était quand même quelqu'un d'assez virulent. Les rapports avec cette politique-là, ça allait, comment était cette relation entre promoteur, l'architecte et le politique à ce moment-là? Moi, je peux en parler parce qu'effectivement, je suis montpelliérain, mais j'aurais connu très bien Georges Frêche également, puisque c'est lui qui nous avait désignés pour faire la nouvelle mairie de Montpellier. C'était un homme de conviction, c'était un homme de rêve. Il rêvait sa ville. Et effectivement, à partir du moment où on a des politiques qui sont des visionnaires, derrière, c'est beaucoup plus simple. On rejoint l'artiste dont parlait Jean. Mais bien sûr, il y a des politiques qui sont des artistes aussi. Donc on manque d'artistes au niveau politique, alors donc ça nous ferait du bien. Oui, dans tous les cas, par rapport à ce qui s'est dit là, il faut aussi, je ne sais pas, par exemple, par rapport à ce que j'ai cru comprendre, on pourrait imaginer ça, je ne suis pas moi contre l'entreprise générale. Je suis pour une entreprise générale à partir du moment où les cadres sont corrects et où on sait exactement ce qui se passe. Mais il y a une loi qui le décide ça. Donc il faut vraiment simplement que l'architecte retrouve son rôle et son autorité, pas pour jouer le flic uniquement, pour pouvoir proposer, inventer, faire cette synthèse et aller vers un monde, et l'évolution d'un monde, et la mutation d'un monde existant aussi, des logements qui sont là, des paysages, tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pilote ça. C'est ce mécanisme-là qu'il faut remettre en place, c'est tout. J'ai une question pour vous ici. Oui, je vais le tenir. Rémi Navarro, je suis architecte contractant général. Je voulais relayer un message d'espoir que Fontes nous faisait passer. Il y a quand même un certain nombre d'architectes qui ont pris conscience de cette possibilité, voire nécessité, de reprendre la possession de l'acte de construire jusqu'au bout. Et donc le message, c'est qu'il y a le syndicat national des architectes contractants général qui a intégré cette année l'UNSFA. Donc pour tous ceux qui font déjà un peu ce que tu fais toi, il y a la possibilité de revenir vers ce syndicat-là, et à commencer par toi. Et ensuite, pour tous ceux qui sont un peu tentés par cette expérience, il y a le groupe Architecteur. On est organisé, c'est une coopérative pour être dans la contractance générale. Donc ça, c'était le message, ça existe, la demande est là. C'est pas une offre concurrente à l'architecte libéral traditionnel, on est d'abord tous des architectes libéraux traditionnels. C'est une offre alternative qu'on propose au public et que la profession se doit de proposer. On est dans une offre clé en main où le maître d'ouvrage devient un client et c'est une autre offre tout simplement, mais on fait de l'architecture d'abord et de la construction ensuite. Ceux qui s'y intéresseraient, il faut d'abord avoir un goût pour la maîtrise d'œuvre d'exécution, avoir le souci du délai, du prix et de la qualité. Si vous vous sentez de cette race-là, il faut essayer de nous rejoindre. La question, à Fontes, on exerce aussi depuis une quinzaine d'années, on est en VFA, promoteur donc, et avec les espoirs que tu portais, et encore ce que tu disais, des logements de 60 mètres carrés à ces prix-là, on est d'accord avec toi pour dire que c'est pas normal, quoi. Pour autant, on ne sait pas faire autrement, parce qu'au bout, c'est la poésie, le rêve dans la tête, il est aussi dans celle des clients, et la réalité, c'est la commercialisation. Donc on fait des opérations d'envergure différente. Le maximum qu'on peut faire, c'est 60-70 logements, ce qui est pas mal. Mais on bute contre des contraintes fiscales, culturelles, et on n'arrive pas finalement à sortir un produit de promoteur réalisé, maîtrisé par l'argent, par tout ce qu'on veut, par l'architecte, qui soit vachement plus différent que les autres, quoi. Donc si toi, tu as des pratiques et des solutions, on est preneur, quoi. François, des recettes de cuisine, s'il vous plaît. Je crois que ce n'est pas une question de recette cuisine, il faut surtout se poser la question de savoir comment ça se produit, le logement. Moi, ce à quoi je crois, c'est de revenir, et ce que je reproche souvent à beaucoup de promoteurs, pas tous, il y en a qui font très bien leur métier, c'est de ne pas faire vraiment ce qui est l'essence même d'un métier de promoteur,
Que font les promoteurs aujourd'hui? Ils commencent par faire un bilan. Ils achètent un terrain ou ils réservent un terrain, en général ils le réservent sous conditions suspensives. Ils vont faire travailler un architecte en lui disant tu seras payé quand on aura obtenu le permis de construire, qui sera purgé du recours des tiers, et peut-être que si également on a notre financement, ça ira mieux. C'est-à-dire dans 2 ans? Voilà. Ils vont voir un entrepreneur, souvent soit un major, soit quelqu'un avec qui ils ont des bonnes relations. Ils leur montrent le bilan. Ils leur disent est-ce que vous pouvez réaliser ce bâtiment dans le prix qu'il y a dans mon bilan? Alors effectivement, l'entrepreneur lui dit non, vous êtes gentil, mais bon, il faudrait que vous baissiez vos prestations. Donc on déshabille un petit peu le projet, de facto. Moi, je ne procède pas du tout comme ça. Je veux dire, le travail du promoteur, il est très simple. Hein. Il faut lancer un appel d'offres. Je fais des appels d'offres sur Métré. J'entretiens le réseau des entreprises, c'est-à-dire que je les appelle en permanence pour savoir s'ils ont du boulot, s'ils n'en ont pas, quand est-ce qu'ils auront des vides, des trous. Je les paye au cul du camion. Je paye les architectes également, mission complète et de façon la plus large possible. C'est ça le métier, c'est d'optimiser. C'est une arborescence pour arriver à un prix et donc à une qualité. C'est une arborescence. Il faut étudier tous les paramètres et essayer d'épurer tous ces paramètres dans le respect d'une qualité, d'une sécurité du bâtiment. Et avec ça, on arrive à sortir des prix. Et moi, je suis prêt, j'invite tous les architectes qui veulent à me rejoindre et à parler de ces problématiques qui sont liées à la construction, au prix, au coût et comment faire. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'il y ait de plus en plus d'architectes qui fassent de la maîtrise d'ouvrage. D'autres questions? Ici? Et là? Je vais aller au plus près, pardon, j'arrive après. Bonjour, Zoé Duchamp, toute jeune architecte. Donc merci pour ce point de vue. La première question de notre confrère concernait vous parlez de la question de l'échelle. Donc le problème que vous exposez aujourd'hui est représentatif à beaucoup de secteurs dans notre société. C'est le principe de la grande distribution, tout simplement. Du coup, ma question est-elle, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui d'autoriser la construction de projets de très grande envergure, de très grande échelle, de très grande envergure, par les mêmes acteurs, que ce soit les majors du BTP ou même par les agences d'architecture? Est-ce que c'est encore pertinent d'autoriser la construction d'énormes projets, puisqu'on parlait de démocratie, et selon moi, le meilleur moyen de conserver la démocratie, c'est d'impliquer le maximum d'acteurs pour préserver cette question. Donc voilà, est-ce que c'est encore pertinent, vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, de continuer à autoriser des projets de très très grande envergure par les mêmes acteurs? Je crois que toute démocratie a besoin d'avoir du bâtiment public. Et le bâtiment public, il est forcément à une échelle qui est différente de l'habitat vernaculaire. Donc ça me paraît inéluctable de continuer, comme étant une expression de la démocratie, d'avoir des bâtiments qui se construisent et qui sont l'expression même de cette démocratie. Un palais de justice, une mairie, un musée, un opéra, c'est une expression de notre démocratie. Et donc il faut continuer à avoir ce type de bâtiment. Et là, effectivement, c'est obligatoirement des entreprises d'une taille différente qui peuvent les réaliser. Par contre, effectivement, dans tout le reste, moi, le débat sur lequel je pense qu'il faut également qu'on soit excessivement courageux, c'est de dire aux législateurs, de dire aux politiques, stop au minima à 150 mètres carrés pour le recours à l'architecte. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait du sens là-dedans? Rien. Si ce n'est le lobby des constructeurs de maisons individuelles qui, depuis des décennies, tannent le pouvoir politique pour que ces choses ne changent pas. Or, c'est là où il y a également énormément de choses à faire dans tout ce que moi je définis comme étant l'habitat vernaculaire. Si on mettait, je ne dis pas qu'il faut peut-être mettre le seuil à 0, mais si on mettait un seuil à 100 mètres carrés, quel progrès nous ferions? Et quel progrès économique? Parce que ce qu'on oublie, c'est que, par exemple, la filière de l'habitat individuel, économiquement, c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit dans le bâtiment où il y a le plus de travail au noir. Et dans lequel il y a le plus de sinistralité. Donc c'est terrifiant. Mais pourquoi l'État continue à céder au charme de quelques acteurs de ce monde du lobby pour continuer à mettre des seuils comme ça? Et pourquoi, par exemple, en France, pour les architectes que nous sommes, on n'a pas, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage privés, l'obligation de payer normalement les architectes, comme ça s'est fait en Espagne? En Espagne, il y a quelques années, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais pour avoir un permis de construire, il fallait
que l'ordre délivre une attestation comme quoi l'architecte avait été payé. Aujourd'hui, c'est quand même assez scandaleux de voir des maîtres d'ouvrage et de grands maîtres d'ouvrage qui ont pignon sur rue dire aux architectes, vous serez payés quand vous aurez obtenu le permis de construire et que ce permis de construire sera purgé du recours des tiers. C'est un vrai scandale. Et ça, pour eux, ça n'a pas une grosse incidence financière. Moi, je le connais, tout le système de la promotion. On peut très bien payer les architectes correctement dès le départ, dès qu'ils ont fait le boulot, et pas attendre des choses qui ne dépendent pas de l'architecte. En quoi, moi, je suis responsable du fait que mon permis va être attaqué? Franchement, j'ai fait mon boulot, je dois être payé. Mais je ne travaille plus, d'ailleurs, dans ces conditions-là. Mais je crois qu'il faudrait également que nous tous, nous ayons le courage de dire stop à ces pratiques-là. On refuse de travailler pour les promoteurs, par exemple, qui nous disent vous serez payé quand on aura obtenu le permis de construire. La question des grands programmes, ça rejoint la question de la planification et ça rejoint la question de l'évolution de la ville et de la mutation. Moi, je crois que l'architecture, c'est aussi un devoir de conseil, un devoir aussi de refus à certains moments. C'est sûr que, par exemple, les grands centres commerciaux, comme captation de tout l'esprit d'une ville et de tout... Bon, tout le monde sait depuis très très longtemps que c'est quand même pas comme ça que l'urbanité se construit. Bon, c'est pareil, il y a de tels lobbies économiques que c'est très difficile d'aller contre. Mais on pourrait penser qu'une ville qui se développe en voulant remettre en situation un système commercial urbain dans tous les sens du terme, au sens de l'urbanité, on n'aboutirait pas à ce type de programme. Donc je pense que les grands programmes, c'est toujours lié à l'évolution de l'acte architectural qui historiquement n'est plus le même, selon moi. C'est-à-dire que tout projet qui n'est pas interférent, pratiquement ne devrait pas exister. Tous les projets autonomes, comme ça, aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont à côté et qu'on rajoute encore un truc. Maintenant, tout est dans la façon de retisser, de réparer. C'est tout cet approfondissement, de sédimenter, de créer des concrétions, avec le paysage aussi. Bon, tout ça, c'est un art. Je suis désolé, mais c'est un art. Et cet art, il est évacué. Il faut refuser l'évacuation de l'art qu'est l'architecture. Encore une question ici? Oui, Élodie Bonnet, architecte et enseignante en BTS Design d'Espace. Je vais vous poser une question au nom des élèves de Design d'Espace qui souhaitent éventuellement devenir architecte. D'après vous, quelle qualité faut-il avoir pour être architecte? Pour les architectes de demain? Être têtu. Un peu artiste, quand même. C'est un peu court comme réponse, jeune homme. Vous en avez d'autres de qualité? Non, je crois qu'il faut effectivement être têtu et poète, ça c'est une grande chose. Et puis il faut regarder également à quel endroit on va travailler, quoi, hein. La contextualité de l'endroit où on travaille, c'est une chose qui me paraît essentielle. Donc moi je crois qu'il faut bien connaître son terroir pour y intervenir. Et donc il faut être curieux pour être architecte aussi. Curieux de l'histoire, curieux des éléments, curieux de la poésie qui a participé à la vie de toute région à un moment donné. Donc il faut avoir toujours cet esprit de curiosité. Culture générale déjà de base. Passionné et généreux aussi, quand même. Très bien. Bon, par contre, vous avez entendu que les étudiants ont envie d'avoir d'autres conseils. Donc il faudrait... vous faites une qui place doivent donner des conseils, c'est la nouvelle génération. Ah. Est-ce qu'ils aiment la ville telle qu'elle évolue en ce moment? Est-ce qu'ils ont envie de changer quelque chose ou est-ce qu'ils se trouvent que c'est très bien comme ça? Non, ils ont sûrement envie de changer, mais ils ne savent pas comment. C'est difficile d'enseigner. Ça va venir, du avec coup. le temps, ça va venir. Est-ce que vous avez... C'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure, j'en profite parce qu'on parle de nouvelle génération qui arrive. Est-ce que vous avez peur, vous les architectes en ce moment, de ce qu'on appelle l'ubérisation, puisqu'on parle que tous les métiers vont être attaqués ou touchés par ce phénomène-là d'ubérisation? Risque ou opportunité, François Jean? Il y en a qui vont venir construire dans notre dos, là, sans nous prévenir, des petites maisons, et on dira c'est eux les architectes, c'est ça, et puis on reconnaîtra après. Mais l'architecture sans architecte, ça existe, et c'est quelquefois pas mal. C'est même souvent mieux. Si on regarde historiquement la ville du Moyen-Âge, par exemple, tout l'habitat,
s'est construit avec des gens qui n'étaient pas qu'architectes, ils étaient architectes entrepreneurs, ils prenaient un terrain et ils bâtissaient la ville à travers ça. Et donc il y avait à la fois une espèce d'intercommunication dans la pensée, dans le choix des matériaux qui donnait cette cohérence. L'ubérisation, pourquoi pas? Moi, je veux dire, il n'y a pas de voie sans solution. Une autre question ici? Bonjour, Valérie Déco, architecte à Marseille. C'est à Jean Nouvel que je voudrais poser la question. L'UNSFA se démène en faveur de l'architecture et de la qualité architecturale contre les PPP et contre les contrats globaux. Est-ce que vous êtes prêt à nous soutenir et à monter au créneau avec nous? Je n'ai pas compris qui. Avec l'UNSFA. Avec l'UNSFA, je suis prêt à me battre avec l'UNSFA. J'espère que l'UNSFA est tout à fait d'accord pour se battre dans une bataille comme celle-là, bien sûr. J'ai l'impression qu'il est bien remonté, là, c'est le moment. Hein. Il faut quand même la mettre en perspective par rapport à ce qu'on s'est dit ce soir. C'est-à-dire les contrats globaux, c'est absolument essentiel, je suis d'accord, mais il faut s'attaquer au cadre et dans l'ordre qu'il faut. Il est évident que les petites opérations marginales, exemplaires, ça ne dérangera personne. On laissera faire. Mais l'essentiel de la production du cadre bâti aujourd'hui, on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Et c'est là, effectivement, où il faut se battre ensemble, tous ensemble. Tout le monde est requis, en dehors de la profession aussi. Ça ne peut pas être un combat corporatiste une fois encore. Et c'est cette lutte-là qu'il faut organiser calmement, efficacement, mais avec clarté. Et je crois que si les idées sont expliquées clairement, avec quelques bons alliés, quelques belles plumes aussi, il en faut, pour que ça puisse être compréhensible et toucher nos amis dans toutes les villes et dans toutes les campagnes. Je crois que ça, il faut le faire. Et c'est une entreprise, à mon avis, longue, difficile, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui doit être liée aussi à une stratégie, à des tactiques liées au dialogue avec le politique, avec les élections. Une autre question? J'arrive ici. Vous le tenez comme ça. Bon. Je vais essayer de résumer. Je suis Michel Bonneau. Je participe à l'Architecte du quotidien, une commission qui a été créée il y a 2 ans au sein de l'UNSFA, avec le souci, après 6 mois de discussion par Internet, on a eu envie de créer cette association parce qu'il y avait le souci de travailler avec le particulier et d'essayer d'obtenir une part de ce marché énorme de la maison individuelle. Grosso modo, je parle aussi, quand je dis particulier, je parle des gens qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, de l'architecture, et qui ont on va appeler ça des porteurs de projets, et qui donc connaissent plus ou moins l'architecte. Nous avons 10% de la population, en gros, entre 5 et 12%, à connaître ce que c'est à peu près que l'architecte, et des gens qui vont donc se tourner vers lui et le contacter. Bon, ça veut dire qu'il y a 90% de la population, et je pense que c'est 90% de la population qui ne sait pas ce que c'est qu'un architecte, qui ne connaît pas son rôle, l'intérêt qu'il aurait à utiliser plus tard, peut-être quand il sera adulte, l'architecte. Alors je voudrais peut-être profiter de cette assemblée pour... J'ai sorti deux solutions, 2 propositions dans le cadre de l'architecte du quotidien, bien sûr. Je suis toujours... Je n'ai pas encore l'aval complet de... Oui, la question, pardon, je suis trop long, oui. La question, c'est qu'il y aurait, d'après moi, une solution d'information par tract, tout simplement, de l'ensemble de la population française. J'ai demandé des prix à la Poste. C'est quelque chose de réalisable sur toutes les agglomérations.
Alors donc, votre question, c'est est-ce que le tract pour la population française serait une bonne solution pour vous? C'est ça? Pour expliquer le rôle de l'architecte à la population française. Alors, François et Jean. Non, je crois que la question a un intérêt profond. C'est de bien expliquer aux Français quel est le rôle économique de l'architecte. Pourquoi? Parce que le Français qui est confronté à la construction d'une maison individuelle, qu'est-ce qu'il voit dans l'architecte? Il voit un surcoût de, grosso modo, de 10% de sa construction. On a mal fait passer le message chez les architectes que notre intervention pouvait être une solution économique et surtout une solution de durabilité dans la construction, une solution de valorisation du bien que les gens vont construire. Ça, ce message, il est mal passé. C'est pour ça que les constructeurs maisons individuelles sont plus forts que nous dans le domaine. Mais si effectivement il y avait de la communication qui était faite par les ordres, par les syndicats, etc., en disant l'architecte, non seulement il va vous faire quelque chose qui va correspondre à votre desiderata, à votre vision de la vie, etc., mais deuxièmement, il va avoir un rôle économique, dans un premier temps au niveau de l'appel d'offres, et deuxièmement, dans le cadre de la durabilité de votre bâtiment. Là, je crois que les gens comprendraient mieux. Pour l'instant, ils voient simplement un coût de 10% supplémentaire à leur construction. Une question ici. Oui, moi j'aurais voulu dire un mot quand même par rapport à ça. Pardon. La maison individuelle, je suis pour, mais j'ai peur. J'ai peur de ce que j'ai vu sur tout ce siècle. J'ai peur de Kaufmann Broad. J'ai peur de beaucoup de gens. J'ai peur de toute une série, j'ai peur d'un mitage absolument terrible. J'aimerais bien que les gens qui se posent ces questions-là à micro-échelle comme ça et de façon très humaine s'intéressent aussi au problème de la transformation, de venir dans ces quartiers pavillonnaires et les transformer et qu'on sache aussi quel va être l'impact urbain de ces maisons individuelles. Est-ce que c'est une par une et des petites choses qui sont rajoutées au compte-gouttes, ou est-ce que c'est encore des kilomètres carrés de maisons? Bon, là, il y a quand même des questions beaucoup plus graves qui sont derrière, et il nous faut encore en amont. Les principales questions, elles sont en amont. Il y a une question. Oui, peut-être un peu en forme de conclusion, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Donc, en tant que présidente de l'UNSFA, je voudrais rappeler que tout ce que tu viens de dire aujourd'hui, c'est quand même ce pourquoi on se bat depuis des années. Tout à l'heure, hier, j'ai réexpliqué à Agnès Vince, qui représentait la ministre, et à Patrick Bloch, qu'en fait, la fameuse loi CAP sur la création architecturale, c'est vrai que c'est la seule avancée qu'on a eue depuis 1977, mais moi j'ai appelé ça du câlinage d'architecte. En fait, c'est le service minimum, c'est-à-dire nous redonner ce qu'on avait perdu et pas nous donner beaucoup plus. En gros, on est les seuls empêcheurs de tourner en rond et on est les seuls à avoir dit que c'était insuffisant. C'est vrai que c'est un tout petit pas, mais c'est tout ce qu'on a obtenu. Et pour nous, c'est totalement insuffisant. Il y a cette première chose, donc on rejoint exactement ce que tu viens de dire. Et la deuxième chose, c'est effectivement les contrats globaux. Et je peux dire qu'on a été vraiment ravis d'entendre que tu allais nous soutenir. Parce que les contrats globaux, c'est notre mort, mais ce n'est pas seulement la nôtre. Nous, on a obtenu dans la fameuse pétition dont je te parlais, on a la CAPEB qui nous a rejoints, on a les autres acteurs de la maîtrise d'œuvre, parce que c'est la mort de toutes les petites et moyennes entreprises. Parce qu'effectivement, après, entreprise générale, travailleurs détachés, les entreprises locales ne travaillent pas. Donc on a vraiment intérêt à s'associer, tout le secteur du bâtiment, sauf les majors, et ensuite y faire entrer les politiques, notre échelle, les habitants, enfin, tout ce qu'on peut intégrer, merci, voilà, avec nous. Et voilà. Et évidemment, ta notoriété est extrêmement importante pour nous aider à faire passer ce message. Merci. Bien, le mot de la fin, parce que j'aimerais quand même que vous me donniez votre mot de la fin. On a échangé pendant 1h30. Un lobby qui vous embête, eh ben, vous allez en constituer un autre, j'ai bien compris, hein, parce que il faut tuer le mal par le mal. Donc si vous avez un lobby en face de vous, vous allez en créer un. Vous êtes, avec votre notoriété, c'est vrai, et François également, fort pour alerter les médias, pour alerter le public, pour alerter donc les politiques et faire plier les gens. Parce que maintenant, vous savez que nous sommes dans une société d'image, et qu'il faut combattre avec cette image-là. Donc vous avez totalement raison. Et puis c'était bien la rencontre aujourd'hui, parce que vous êtes raccord, vous êtes ensemble, ça fait plaisir.
il faut ouvrir un débat de société. Qui dit débat de société dit que ça concerne à peu près tout le monde. Et c'est ça donc qui va être difficile. C'est cette expression-là qu'il faut mettre ensemble, en commun. D'abord, c'est vrai que le milieu professionnel peut aider à la coagulation de tout ça au début, mais il faut surtout pas oublier qu'on ne fera rien seul. Ça ne peut pas être une question corporatiste, sinon elle est morte. Donc c'est bien dans cette ouverture-là que ça va se passer. J'y mettrai mon énergie, je l'ai déjà dit, je crois que François aussi, et je suis ravi de cette réunion qui est une façon de s'exprimer et de commencer à porter cette parole qui devrait petit à petit être celle d'une conscience beaucoup plus élargie. Ça, c'est une bonne nouvelle, il fallait que je la fasse pour eux. L'ami et l'associé, qu'est-ce qu'il a à rajouter? Il a simplement à rajouter que de temps en temps, il faut avoir aussi le courage de prendre le pouvoir. Et ça, je pense que beaucoup peuvent le faire. Et puis, la deuxième, un message d'espoir, c'est plus une proposition que je vous fais. Et moi, je propose que toutes les idées qui sont véhiculées par votre syndicat, je puisse en faire le relais à travers Architecture d'aujourd'hui pour vous aider. Voilà. Mesdames, Messieurs, je pense que vous pouvez applaudir donc François Fontès et Jean Nouvel.